Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La fiscalité est le moyen principal qui permet à la plupart des gouvernements de se maintenir et de mettre en place des programmes de politique publique. Par ailleurs, la fiscalité énonce d'autres principes fondamentaux qui régissent les États. Degré de centralisation du pouvoir, degré d'intervention dans les activités privées, caractère de redistribution, etc. Autrement dit, l'analyse approfondie de la structure de la fiscalité permet d'apporter des pistes quant au modèle économique et social suivi par l'État. Concernant les citoyens, les impôts sont présents dans la quasi-totalité des activités quotidiennes. Les revenus, la consommation et le patrimoine n'échappent pas à l'imposition dans la plupart des pays. Ce transfert d'argent du privé au public peut entraîner, dans l'imaginaire des contribuables, une réaction négative face à l'impôt, notamment si les charges et services publics ne sont pas gérés de façon efficace. L'histoire des nations abonde en exemples de révoltes et de contestations fiscales. Ainsi, la double présence de l'impôt, à la fois sur plusieurs volets de la vie citoyenne et en tant qu'élément incontournable de l'État, a tendance à forger des croyances particulières et mobilise les intérêts et réactions les plus diverses sur cette question. Un exemple particulièrement emblématique de ce genre de conflit est représenté par les discussions sur la réforme du système fiscal mise en route depuis plus de 20 ans au Brésil. Ce débat peut être considéré aujourd'hui comme l'un des enjeux les plus présents et visibles dans l'espace public de ce pays. La volonté d'analyser et d'expliquer le contexte, les acteurs, leurs relations et intérêts, ainsi que les changements de cette question au fil des ans, constitue le premier socle de cette recherche sur la fiscalité au Brésil depuis 1988. Pour cela, placer la fiscalité au cœur de la science politique et l'étudier en tant que politique publique paraît constituer un préalable essentiel. Tel est donc le contexte général dans lequel nous analyserons le système fiscal au Brésil. Penser la fiscalité en tant que politique publique. D'après ce que nous venons d'énoncer, la fiscalité constitue un enjeu incontournable de l'action publique, Bèze, Ciné, 2011 page 20. Ainsi, d'un côté, l'État prélève des impôts et des taxes qui sont les ressources indispensables à la mise en œuvre des politiques publiques dans divers domaines. De l'autre côté, la fiscalité elle-même doit être considérée comme une modalité de politique publique. Sur cette question, Marc Leroy a affirmé que la fiscalité se situe au cœur du politique tout en constituant une forme originale d'action publique sur la société. Leroy, 2010 page 3, ajoutant que l'impôt est à la fois un instrument des autres politiques publiques en faveur des entreprises, des catégories sociales, de certains secteurs, et un objet de politique publique à travers la redistribution des revenus par l'impôt, le financement des programmes publics. La définition classique de la politique publique, proposée par Mény et Tenig, 1989, comme produit de l'activité d'une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale, peut nous aider à penser une définition de politique fiscale. Une politique publique se présente sous la forme d'un programme d'action gouvernementale dans un secteur de la société ou un espace géographique. Mény, Tenig, 1989 page 129. Selon ces auteurs, 5 éléments fondent l'existence d'une politique publique. Elle est constituée d'un ensemble de mesures concrètes, comprend des décisions de nature plus ou moins autoritaire, s'inscrit dans un cadre général d'action, affecte un public et définit des buts et des objectifs à atteindre. Mény, Tenig, 1989. Le repérage de ces 5 caractéristiques, un contenu, un programme, une orientation normative, un facteur de coercition et un ressort social, permet d'établir l'existence d'une politique publique concernant la fiscalité, Surel, 1997 page 25. Selon cette définition, on comprendra la politique fiscale comme l'ensemble des dispositifs politico-administratifs et légaux qui définissent les moyens utilisés par le gouvernement pour prélever les ressources nécessaires à ses activités et fonctions. Ces dispositifs ne sont pas sans conséquence sur les liens entre l'État et les acteurs, publics ou privés, qui sont engagés, à des titres divers, autour de la question. Nous allons ensuite passer à la construction de notre objet d'analyse et des hypothèses à partir de 3 dimensions prises en compte par les courants néo-institutionnalistes. Hall, Taylor, 1997. Il s'agit de mettre en avant les 3 I.
les idées, les intérêts et les institutions dans l'analyse de la fiscalité. Selon Pallier et Surel 2005, page 8, mobiliser ces trois variables permet de prendre en compte la pluralité des dimensions possibles de l'analyse et la diversité également des causes possibles dans l'étude de l'action publique. Ainsi, nous articulerons ces dimensions tout en décomposant l'objet étudié en unités constitutives basées sur les 3 I, Pallier, Surel 2005. D'abord, poser le problème de la recherche en termes d'idées permet de repérer les dimensions cognitives et normatives des processus étudiés, Pallier, Surel 2005. Il s'agit de travailler sur les transformations des paradigmes des politiques à travers des dimensions telles que les diagnostics des problèmes faits par les acteurs, les valeurs et objectifs affichés par eux, les normes de l'action publique, les instruments et les images ou modèles qui sont à la base du paradigme. Ensuite, l'analyse par les intérêts permet d'identifier non seulement les acteurs présents et importants dans la politique, mais aussi les questions liées à l'action collective, les calculs faits et les stratégies déployées par les acteurs en fonction des coûts et bénéfices attendus des conflits éventuels ou des coopérations envisageables, les conséquences des anticipations faites par les individus ou par les organisations impliquées dans l'action publique, Pallier, Surel, 2005. Par l'analyse des intérêts, nous pouvons dégager des hypothèses concernant les motivations et le processus de prise de décision, de même que les préférences, rapports de force, capacités d'action ou de mobilisation et les stratégies des acteurs. Enfin, l'objet d'analyse sera aussi envisagé sous l'angle des dynamiques institutionnelles. À partir de cette variable, nous pouvons voir comment les institutions, les règles anciennes et enracinées peuvent avoir des conséquences sur le comportement et les intérêts des acteurs, en éclairant le rapport de force et la dynamique du processus de changement. Cette dimension permet aussi d'analyser les mécanismes d'apprentissage, la marge de manœuvre et les contraintes des acteurs au cours de la prise de décision. L'étude basée sur les 3 I doit cependant être conjuguée à l'analyse des processus principaux des politiques publiques qui sont représentés par la grille séquentielle. L'émergence et l'inscription des problèmes publics à l'agenda, le processus d'élaboration, de discussion et de négociation des solutions possibles, la prise de décision comme tentative de réponse aux problèmes soulevés et la mise en œuvre des politiques publiques, qui est souvent vue comme une dynamique ambiguë de traduction-trahison des choix formulés par les autorités investies de puissance gouvernementale, Pallier, Surel, 2005. De cette manière, nous essaierons de croiser chaque élément des 3 I avec le séquençage traditionnel de l'action publique afin de comparer, de façon systématique, les processus stratégiques, institutionnels et intellectuels particuliers à chaque phase, Pallier, Surel, 2005. La construction de l'objet d'étude à partir des idées et des dimensions du changement. La fiscalité au Brésil sera ici abordée théoriquement, à la lumière de l'approche cognitive des politiques publiques. Cette approche s'efforce de saisir les politiques publiques comme des matrices cognitives et normatives constituant des systèmes d'interprétation du réel, au sein desquels les différents acteurs publics et privés pourront inscrire leur action. Muller, Surel, 1998, page 47. Une telle approche semble être la plus appropriée pour l'étude de la fiscalité au Brésil. D'abord, parce qu'au contraire de la littérature des groupes d'intérêt par exemple, elle cherche à expliquer l'influence exercée par des normes sociales globales sur les comportements sociaux et sur les politiques publiques. Muller, Surel, 1998, page 48. L'accent sera donc mis sur l'étude des représentations, idées et images véhiculées par les acteurs dans leur mobilisation, et qui interviennent par conséquent sur la fiscalité. Dans ce sens, cette démarche dépasse la dichotomie public-privé et les domaines politiques, économiques, sociaux pour rassembler les acteurs autour de la politique publique selon leurs idées et croyances. La dimension cognitive et l'émergence des problèmes publics. Le courant principal de l'approche pour cette recherche est représenté par les travaux de Peter Hall, 1993, et Yves Surel, 1995-1997, avec la notion de paradigme de politique publique inspirée par les travaux épistémologiques de Kuhn. Cette approche guidera toute la recherche et apportera les outils d'analyse les plus importants pour développer l'objet principal du livre. Dans son étude sur la politique macroéconomique en Grande-Bretagne, Hall définit un paradigme de politique publique comme un cadre des idées et des normes qui indique non seulement les buts de la politique publique et du type d'instruments qui peuvent être employés pour les atteindre,
mais également la nature même des problèmes auxquels ils sont censés faire face. Hall, 1993, page 297. À côté de la notion de paradigme, Jaubert et P. Muller, 1987, ont créé la notion de référentiel, définie comme une image de la réalité sociale construite à travers le prisme des rapports d'hégémonie sectorielle et globaux. C'est une image codée du réel, qui permet à travers les normes qu'elle produit, d'agir sur le réel. Jaubert, Muller, 1987, page 70. En somme, le référentiel est un espace de sens qui donne à voir le monde. Muller, 1995, page 158. Cette définition implique deux dimensions. Si, d'un côté, le référentiel fait référence à un processus de catégorisation et de définition plus abstrait dans le but de placer un secteur donné dans la société globale, d'un autre côté il suppose une dimension plus dynamique, avec la création de normes spécifiques d'action qui vont orienter et déterminer les politiques publiques, Surel, 1997, page 33. Le paradigme de politique publique sera ainsi la notion essentielle de cette recherche. La première hypothèse de travail est qu'au cours de la période étudiée, des paradigmes différents de la fiscalité ont été mis en œuvre au Brésil. Nous avons une première cristallisation, dans les années 1960, autour de l'idée de centralisation du pouvoir. Il s'agit du paradigme centraliste, construit dans le contexte du régime autoritaire et basé sur la centralisation des compétences et des recettes aux mains du pouvoir central. Cette première conception cohérente de la fiscalité a été remplacée, en 1988, par le processus de la Constituante, dans le contexte du retour à la démocratie. Ce nouveau paradigme décentraliste, né à partir des défaillances du paradigme antérieur, prônait une décentralisation envers les États et municipalités. Comment ce paradigme est-il né? Quels en ont été les enjeux, les différentes perceptions et intérêts lors de la Constituante? Avec quelle continuité ou discontinuité par rapport au paradigme précédent? Il s'agira de comprendre également comment ce paradigme a été mis en œuvre au Brésil, dans quel contexte économique et politique, et comment il s'est développé et modifié. Sur les contenus des paradigmes, Surel indique 4 éléments qui dans leur ensemble, forment la matrice sectorielle, les principes métaphysiques généraux, les hypothèses, les méthodologies et les instruments spécifiques, Surel, 1995, page 129. En outre, le référentiel de Jaubert et Muller est aussi formé par 4 niveaux de perception du monde: les valeurs, les normes, les algorithmes et les images, Muller, 1995, page 158. Tandis que les valeurs sont les représentations les plus fondamentales, sur ce qui est bien ou mal, désirable ou à rejeter, les normes définissent des écarts entre le réel perçu et le réel souhaité, les algorithmes sont des relations causales qui expriment une théorie de l'action, et les images, de remarquables vecteurs implicites des 3 composants antérieurs qui font sens immédiatement sans passer par un long détour discursif. Muller, 1995, pages 158 à 159. La notion de système cognitif et normatif de croyance est aussi présente dans un 3e courant, représenté par les analyses sur les coalitions de causes de Sabatier et Jenkins Smith, 1993. Selon eux, une politique publique est le résultat de la dispute constante entre les coalitions qui, à leur tour, cherchent à imposer leur vision, leurs préférences et les principes d'action relatifs à leur propre système de croyance. Le système de croyance d'une coalition est composé de valeurs prioritaires, de représentation sociale du monde, de perception de relations causales et d'efficacité des instruments des politiques publiques, la coalition cherchant à la fois à définir et à expliquer un problème et les moyens de résoudre celui-ci. Plus spécifiquement, il est divisé en 3 éléments: le Deep Normative Core, composé par des axiomes normatifs et ontologiques fondamentaux qui définissent la philosophie personnelle d'une personne, le Near Policy Core, formé par les stratégies de base et options programmatiques pour atteindre les axiomes normatifs du Deep Core, et enfin, les secondary aspects dont le contenu est formé par les décisions instrumentales et les recherches d'informations nécessaires pour l'implémentation du Policy Core. Tandis que le Deep Normative Core peut être comparé à ce que Muller et Jaubert ont appelé valeurs, le Near Policy Core correspondant à la notion de norme développée par ces auteurs. Dans une démarche d'approximation et de rassemblement des 3 modèles d'approche cognitive des politiques publiques, Muller et Surel, 1998,
utilise la notion de matrice cognitive et normative comme terme générique pour intégrer les notions analogues des trois schémas. Les référentiels Jobert et Muller, 1987, les systèmes de croyances, Sabatier-Jenkins-Smith, 1993, et les paradigmes Hall, 1993. De cette manière, la matrice cognitive et normative est responsable de la structuration et de la définition des comportements des acteurs et par conséquent, du contenu de l'action publique. Elle est constituée d'abord par l'ensemble des principes généraux et abstraits, et des valeurs diversement partagées qui sont ensuite déclinées en principes plus spécifiques. Ces principes plus spécifiques permettent d'opérationnaliser les valeurs générales dans un domaine et ou une politique précise. Muller, Surel 1998, page 49. À la fin, ces éléments cognitifs et normatifs définissent les méthodes, les moyens pratiques aussi bien que les instruments pour la réalisation des valeurs et objectifs définis. Muller, Surel 1998, page 50. L'un des objets de la recherche sera d'identifier les composants de la matrice cognitive et normative, des paradigmes et des acteurs de la fiscalité. Quels ont été les principes métaphysiques généraux, les hypothèses, les méthodologies et les instruments spécifiques du paradigme de 1988 ? En quoi ces composants diffèrent-ils de ceux qui fondaient le paradigme précédent ? Nous verrons aussi quels ont été les enjeux de la mise en œuvre elle-même de ces composants, et comment ils ont évolué au cours des années. Les raisons de ces changements, les relations qui se sont établies entre ces composants et la matrice cognitive des acteurs et des coalitions, seront aussi développées au cours de la recherche. Enfin, nous verrons quelles ont été les propositions de changement, après la mise en œuvre du paradigme de 1988. Appliqués pour les politiques publiques, les principes métaphysiques généraux renvoient à certaines indications abstraites relativement simples sur les modes de fonctionnement de la société, et plus spécifiquement du champ politique, qui constitue, d'une certaine manière une ou un ensemble de méta-images sociales, collectivement légitimées. Surel, 1995, page 130. Si l'on compare cette notion avec les divisions proposées dans les approches antérieures, on peut affirmer que ce premier degré de paradigme d'une politique publique correspond plus ou moins aux valeurs et images qui font partie de la notion de référentiel chez Muller et de deep core chez Sabatier. Dans le champ de la fiscalité, plusieurs principes métaphysiques généraux peuvent être dégagés. Nous verrons au Brésil que le partage du pouvoir fiscal, la justice fiscale et la non-intervention dans l'activité économique sont les critères les plus présents. Avant 1988, les principes métaphysiques généraux étaient liés aux caractéristiques du gouvernement autoritaire. Ainsi, pendant cette période, la fiscalité était un instrument de centralisation du pouvoir aux mains de l'Union. Avec la Constitution de 1988, la décentralisation, la répartition du pouvoir fiscal entre les parties de la Fédération, a constitué la croyance principale liée à la fiscalité. Pourtant, à partir des années 1990, la fiscalité se devait de répondre à la nécessité de stabilisation économique et de contrôle des finances publiques. Enfin, à partir de 2006, nouveau tournant dans la politique fiscale, des questions concernant l'efficacité et le développement du pays sont désormais à l'agenda. Ainsi, l'analyse des conséquences de cette évolution des croyances attachées à la fiscalité sur l'action et les intérêts des acteurs et sur la définition des changements du paradigme sera l'un des objets principaux de cette recherche. La deuxième hypothèse est que les principes concernant les enjeux fédératifs ont toujours été à l'agenda pendant la période analysée, tandis que les questions liées à l'efficacité et à la répartition du fardeau fiscal, même présentes, n'ont pas occupé une place importante dans l'évolution de la question. Le deuxième élément, les hypothèses, est constitué par l'ensemble des axiomes, hypothèses ou raisonnements qui établissent un lien entre le système symbolique et l'univers concret, qui assure l'opérationnalisation des principes métaphysiques. Surel, 1995, page 132. En d'autres termes, les hypothèses sont les éléments qui guident l'action des autorités publiques. Selon Surel, 1997, page 36, une fois acquis au moins provisoirement, l'ensemble des représentations qui permettent la compréhension du monde, les acteurs retraduisent ces cadres généraux dans leur comportement en définissant quel type d'opération leur semble satisfaisant et ou légitime. On peut rapprocher cette deuxième étape d'une partie du référentiel de Muller,
où les acteurs définissent leur mode d'action à partir de leurs cadres généraux, et d'une certaine façon au New Year Policy Core proposé par Sabatier. Quels principes d'action peut-on dès lors identifier dans le paradigme de la fiscalité au Brésil? Comment ces principes d'action ont-ils été mis en œuvre, et par quels changements sont-ils passés au cours des années? Y a-t-il eu des décalages entre les prévisions légales et la mise en œuvre? Comment, enfin, les principes d'action ont-ils fait émerger de nouveaux problèmes et de nouveaux acteurs autour du thème? La méthodologie, troisième élément du paradigme, constitue la définition des types de rapports entre l'État et le secteur concerné et peut se traduire par des postures telles que la médiation, la concertation ou la coercition, Surel, 1995, page 134. Enfin, les derniers éléments, les instruments spécifiques, sont les outils qui permettent la réalisation pratique et concrète du paradigme dans son ensemble. Dans le cas des politiques publiques, Surel cite comme exemple des discours, ou le vote d'une loi et ou la création d'une institution spécifique, Surel, 1995, page 135. On peut dire que ce dernier élément correspond au aspect secondaire proposé par Sabatier dans l'ACF. Quels ont été les instruments prévus par le paradigme de 1988? Quels changements au niveau des instruments se sont-ils opérés pendant sa mise en œuvre? Ont-ils permis la continuité du paradigme et empêché qu'un changement plus important ait lieu? À ce titre, nous verrons qu'avant 1988 les instruments pour la mise en œuvre du premier paradigme étaient la centralisation des compétences et des recettes fiscales, ce qui, bien sûr, a été modifié avec la décentralisation promue par la Constitution de 1988. Toutefois, durant la mise en œuvre du paradigme de 1988, le contexte économique du pays a imposé des changements dans les objectifs et les instruments de la fiscalité. En effet, les plans économiques et de stabilisation, les lois Kandir et de la responsabilité budgétaire sont apparus comme des instruments importants dans le développement du paradigme de la fiscalité. Nous allons voir aussi comment les changements dans les principes plus généraux ont entraîné des modifications dans les instruments liés à la fiscalité. À cet égard, pendant le deuxième mandat Lula, des modifications de la politique fiscale ont été suivies par des changements au niveau des instruments. Dans quelle mesure ces dispositifs ont-ils, à leur tour, apporté des changements au paradigme de la fiscalité? En quoi ont-ils représenté des réponses du paradigme face aux modifications du contexte politique et économique? Il faut souligner que dans la pratique d'un champ donné, tous ces éléments se confondent, interagissent et se confrontent, et qu'entre eux, il n'y a pas de hiérarchisation obligée, mais interpénétration et valorisation fluctuante, Surel, 1995, page 131. Par ailleurs, un paradigme, et par conséquent une politique publique, ne surgit qu'avec la formation de la matrice sectorielle autour de ses 4 composantes et d'un système d'acteurs concernés, Surel, 1995, page 138. L'approche basée sur les paradigmes, au contraire de celle proposée par Jobert et Muller, prévoit elle aussi une partie plus dynamique en termes d'évolution des composantes, de crise et de transformation des paradigmes et par conséquent des politiques publiques en soi. Ainsi, comme l'énonce Kuhn, les composantes du paradigme évoluent selon 2 ou 3 phases, une période de pré-politique, suivie d'une période de politique publique normale et une période de crise. Par rapport à l'objet de cette recherche, plusieurs interrogations générales ont donc guidé notre réflexion. Quels ont été les enjeux du processus d'émergence du paradigme de la fiscalité? Comment le paradigme est-il né? Quels ont été les enjeux de sa mise en œuvre, et pourquoi est-il entré dans une nouvelle crise? Étant donné que l'un des objectifs centraux de l'ouvrage visera à analyser l'évolution du paradigme actuel de la fiscalité au fil du temps, notre but consistera d'abord à étudier comment le paradigme s'est formé en 1988 à partir de la crise du paradigme précédent. Nous reconstruirons ensuite le processus d'émergence et la création du nouveau paradigme, tout en analysant les discussions issues de la Constitution de 1988. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons au processus de mise en œuvre du nouveau paradigme, aux modifications qu'il a subies dans ses objectifs et ou ses instruments. Enfin, nous essaierons d'éclairer la nouvelle crise de la fiscalité et les mouvements de la réforme fiscale au Brésil. La troisième hypothèse est que le changement de paradigme qui a eu lieu en 1988 n'a jamais été complet.
La fiscalité au Brésil n'est pas encore rentrée dans une période de politique normale, avec la sédimentation des composantes pour la raison que a. Des questions qui sont toujours au centre des discussions, telles l'ICMS, n'ont jusqu'à maintenant pas été résolues et b. De nouveaux problèmes ont émergé juste après sa mise en œuvre. Une autre hypothèse, liée à la précédente, est que les objectifs et les instruments du paradigme de la fiscalité ont subi des modifications en vue de s'adapter au contexte de stabilisation économique et d'ajustement des comptes publics, pendant les années 1990 surtout. Après la stabilisation et l'ajustement des finances publiques, la fiscalité est passée à une troisième étape, où des questions autour de l'efficacité du système, du développement du pays et de la présence des acteurs économiques sont devenues plus visibles. Par rapport au champ des politiques publiques, la première phase correspond à l'émergence des problèmes publics avec l'inscription sur l'agenda, et durant laquelle les acteurs concernés sont en concurrence et présentent des définitions et solutions aux problèmes incompatibles et opposés. Surel ajoute qu'il s'agit ici d'une phase de pré-politique, correspondant à une maturation progressive et conjointe des structures cognitives, de l'univers normatif et du système d'acteurs. Surel 1995 page 138. Selon cet auteur, les groupes impliqués défendent le plus souvent des paradigmes spécifiques, d'où leur impossibilité à s'entendre et à communiquer, ce que Kuhn appelle d'immensurabilité des paradigmes, Surel 1997 page 38. Si la fiscalité au Brésil est aujourd'hui le centre d'un grand débat entre les acteurs sociaux et fait l'objet de discussions politiques, c'est parce qu'elle est considérée comme un problème public majeur. La notion de problème public, ainsi que les mécanismes de son émergence et de sa mise sur agenda, sont des objets fréquemment abordés par la littérature des politiques publiques. La définition de la notion de problème public proposée par Padiolo figure parmi les plus répandues. Il y a un problème quand des acteurs sociaux perçoivent des écarts entre ce qui est, ce qui pourrait être ou ce qui devrait être. Padiolo 1982 page 25. La notion de problème public comme un écart perçu par les sujets entre l'être et le devoir-être est aussi partagée par Kingdon 2003. Dans le même sens, Muller définit un problème politique comme une construction sociale dont la configuration dépendra des multiples facteurs propres à la société et au système politique concerné. Muller 2009 page 29. Cobb souligne aussi que les problèmes de politique publique ne sont pas simplement des données ou des faits relatifs à une situation, mais qu'ils sont des questions d'interprétation et de définition sociale. Socialement construits, ils se présentent non pas à partir des événements et circonstances, mais à partir de la signification que les gens attribuent à ces événements et circonstances. Ainsi, une situation définie comme problème public dépend non seulement des faits, mais des croyances et valeurs des acteurs. Cobb, 1983, pages 172 à 173. Par ailleurs, l'auteur ajoute que parce que les problèmes publics sont socialement construits, une multitude de définitions du problème est toujours possible. Il n'existe donc pas de définition exclusive d'un problème. Il existe seulement une définition plus crédible et politiquement acceptable, à un moment particulier. Cobb, 1983, page 173. À son tour, Cefaï met l'accent sur la question du conflit entre les acteurs autour de la définition d'un problème. Selon lui, le problème public relève de différents enjeux de définition et de maîtrise de situations problématiques, et donc d'enjeux de controverse et d'affrontement entre acteurs collectifs dans des arènes publiques. Cefaï 1996 page 52. Ainsi, selon ses auteurs, un problème public peut être caractérisé comme une construction sociale dont la définition et le contenu sont établis par les acteurs eux-mêmes selon les symboles, valeurs et croyances qui leur sont propres. De cette manière, nous allons voir que la fiscalité au Brésil a représenté un problème public pendant toute la période analysée, étant donné que les acteurs en jeu, à partir de leurs valeurs et de leurs croyances propres, la perçoivent comme telle. Cependant, on verra aussi que le problème de la fiscalité est construit de façon différente selon les acteurs et les coalitions. Comment les acteurs construisent-ils et interprètent-ils les problèmes liés à la fiscalité ? Selon eux, quel est l'écart entre l'être et le devoir-être ? La manière dont les problèmes ont été construits par les acteurs a-t-elle évolué au fil du temps ? Plus spécifiquement, si l'on considère que l'une des hypothèses centrales de cette recherche est que la Constitution de 1988 a érigé un nouveau paradigme de la fiscalité,
Quels ont été les problèmes tels que les différents acteurs les percevaient lors de la constituante? Quelles ont été les propositions de résolution de ces problèmes, à ce moment-là? Et ces propositions ont-elles été prises en compte dans la nouvelle Constitution? En outre, nous verrons que certains problèmes n'ont pas été résolus avec la réforme de 1988, et nous nous intéresserons aux raisons pour lesquelles certaines propositions ont été adoptées et d'autres non. Quels sont les problèmes qui ont continué à être perçus comme tels, même après la Constitution de 1988? Comment la perception de ces problèmes, et les propositions de réforme elles-mêmes, ont-elles évolué au fil des années? Avec la mise en œuvre du paradigme établi en 1988, les acteurs ont fait émerger de nouveaux problèmes. Il s'agira aussi d'essayer de saisir comment les changements du contexte économique et politique ont influencé et contribué à la formulation de ces nouveaux problèmes par les acteurs concernés, de même que les propositions conçues pour les résoudre. Enfin, nous verrons que malgré la formulation des problèmes par les acteurs, ainsi que des propositions de réforme du système fiscal en vue de les résoudre, les changements qui sont apparus après 1988 ne sont que des changements ponctuels dans les instruments du paradigme. Ainsi, pourquoi les réformes proposées n'ont-elles pas été retenues? Repérer les divergences d'intérêt et de formulation-interprétation des problèmes entre les différents acteurs peut aider à répondre à cette question. Le développement de ces problématiques devrait dessiner des pistes pour confirmer l'hypothèse centrale de la thèse. Ensuite, nous passerons à l'analyse de la question de l'émergence des problèmes publics. La définition d'un problème public repose aussi sur la façon dont il émerge au sein d'un espace politique donné. Selon Padiolo, l'évolution d'une controverse passe par 4 phases distinctes. 1. L'émergence du problème. Celui-ci est reconnu en tant que tel mais sa formulation demeure générale. Padiolo, 1982, page 31. 2. Un débat qui entraîne un mouvement de spécification du problème. Padiolo, 1982, page 31. 3. Toutes ces séquences précèdent ou accompagnent la diffusion du problème dans des publics. Padiolo, 1982, page 32. 4. Le problème passe par l'entrée dans le système formel de décision politique. Padiolo, 1982, page 32. Müller met l'accent sur le rôle des acteurs politiques comme responsables pour transformer un problème en objet d'intervention politique. Müller 2009, page 31. Favre définit également l'émergence comme un processus qui implique le passage d'un champ à l'autre, qui implique la sortie d'un milieu et l'entrée dans un autre. Selon lui, l'émergence a lieu lorsque certaines situations, à tel moment, ne sont considérées par personne comme appelant l'intervention du champ politique, mais si l'on se déplace plus loin dans le temps, certaines de ces situations font l'objet d'un intense traitement politique. Favre 1992, page 6. Comme les auteurs précédents, Favre prend en compte le champ politique comme un élément de l'émergence du problème. Selon lui, l'émergence est complète lorsqu'effectivement le champ politique se met en action, lorsqu'un débat s'instaure entre les hommes politiques, lorsqu'un processus de décision s'enclenche. Favre 1992, page 10. Le cas spécifique de l'émergence de la fiscalité en tant que problème public, et son entrée dans l'agenda, paraît cependant singulier par rapport aux théories présentées. D'abord, parce que la fiscalité est intrinsèque à l'État et fait toujours l'objet de décisions gouvernementales. On ne peut donc pas dire que son émergence en tant que problème public ait été effectuée par le passage au champ politique. La fiscalité est par nature une affaire politique. Nous pouvons plutôt constater un aller-retour de la question sur l'agenda politique, des périodes où la question est plus visible socialement et politiquement. Ainsi, plutôt que d'évoquer une émergence de la fiscalité, nous devons plutôt parler de retour de la question dans les débats politiques. Pourtant, au vu de ces théories, nous nous attacherons plutôt à l'étude des développements de problèmes fiscaux au sein du cadre politique, c'est-à-dire à la façon dont la question a été traitée pendant la Constituante et les discussions parlementaires sur les réformes proposées. Comment les problèmes liés à la fiscalité sont-ils rentrés dans le champ politique? Quels ont été les conflits d'intérêts au sein du cadre politique? Comment les acteurs économiques et sociaux ont-ils inscrit leurs demandes dans ce champ? D'ailleurs, parmi plusieurs modèles d'émergence de problèmes publics, Favre, 1992, met en avant le modèle intermittent. Dans ce modèle,
L'accent est mis sur les moments durant lesquels le champ politique se présente comme structurellement plus perméable aux demandes sociales, à période fixe lors des élections, à période plus espacée ou plus irrégulière lors des élections de réalignement ou de crise. Favre, 1992, page 15. Selon lui, les périodes électorales sont des périodes de perméabilité et d'imperméabilité accrue aux problèmes émergents. Favre, 1992, page 15. Kingdon affirme de son côté que les développements dans le domaine de la politique représentent des éléments importants pour l'émergence de nouveaux problèmes sur l'agenda. Selon lui, des fluctuations du scénario national, les aléas de l'opinion publique, les résultats des élections, les changements de l'administration et au Parlement peuvent avoir des effets importants sur l'agenda. Kingdon, 2003, page 17. Une nouvelle administration, par exemple, va modifier les agendas selon sa nouvelle conception des problèmes et ses nouvelles propositions. Kingdon, 2003, page 198 à 199. Ainsi, un changement de gouvernement peut représenter une fenêtre d'opportunité politique, c'est-à-dire l'occasion pour les défenseurs d'une cause de présenter leurs propres solutions ou d'attirer l'attention sur leurs problèmes particuliers. Kingdon, 2003, page 203. Parmi d'autres raisons, une modification de la distribution partisane ou idéologique, par exemple. Kingdon voit le changement de gouvernement comme la fenêtre la plus évidente dans le système politique, parce qu'il donne à certains groupes, aux législateurs et aux organisations, l'opportunité de défendre leurs positions et propositions, alors qu'ils n'en avaient pas eu l'occasion avec l'administration précédente. Kingdon, 2003, page 168. Par ailleurs, en suivant la même conception de la construction sociale des problèmes publics, si Kingdon affirme que des faits objectifs définissent une fenêtre d'opportunité politique, la fenêtre existe aussi dans la perception des participants. Ainsi, ils perçoivent sa présence ou son absence, ils estiment sa probabilité et parfois la sous-estiment ou ne la perçoivent pas. Kingdon, 2003, page 171. En outre, l'auteur affirme que la rareté et la courte durée de l'ouverture d'une fenêtre politique attirent les problèmes et les propositions. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre, les problèmes et les propositions s'attachent à elle. Si les participants sont disposés à investir des ressources suffisantes, certains des problèmes peuvent être résolus et certaines des propositions adoptées. Kingdon, 2003, page 204. Les questions concernant l'émergence, la mise sur l'agenda et le changement de paradigme peuvent être aussi pensées avec l'idée de conjoncture critique. Selon Collier et Collier, il faut entendre par là une période de changement important, qui se produisent généralement de manière distincte dans différents pays ou d'autres unités d'analyse, et qui est supposée produire des héritages distincts. Collier, 2002, page 29. Dans l'analyse institutionnelle, des conjonctures critiques sont caractérisées par une situation dans laquelle les influences structurelles sur l'action politique sont considérablement assouplies pendant une période relativement courte. Capoccia, Kelmen, 2007, page 343. Cette situation a deux conséquences principales. L'éventail des choix plausibles ouverts à des acteurs politiques importants élargit considérablement, et les conséquences des décisions dont les résultats sont de leur intérêt sont potentiellement beaucoup plus importantes. Capoccia, Kelmen, 2007, page 343. Selon Guyot et Schmitter, 2000, page 618, les transitions vers la démocratie peuvent être caractérisées comme des conjonctures critiques au cours desquelles la nature et la direction du changement dépendent, en premier lieu, des stratégies politiques adoptées par les divers groupes d'acteurs impliqués dans ce processus. La notion de conjoncture critique pourra ainsi être utilisée, dans le cas brésilien, pour expliquer le processus de changement des paradigmes apparu en 1988, au moment de l'ouverture vers la démocratisation. Ce concept peut aussi apporter des pistes d'analyse pour justifier les difficultés dans la prise des décisions importantes après 1988. Nous verrons en effet, si quelques moments politiques spécifiques ont représenté soit une fenêtre d'opportunité politique, soit une conjoncture critique pour l'avancement de la question fiscale. La Constituante de 1988 peut être un exemple de moment politique propice à des changements. La Constituante de 1988 a-t-elle représenté une fenêtre d'opportunité politique ou une conjoncture critique ? Pour répondre à cette question, nous analyserons les relations des gouvernements successifs au Brésil à l'égard de la fiscalité, c'est-à-dire dans quelle mesure l'arrivée au pouvoir de Cardoso,
Lula et Dilma a représenté une opportunité et a contribué au développement de la question. Notre hypothèse est que les modifications du cadre politique, représentées par les changements de président au pouvoir, n'ont pas été un facteur déterminant pour l'orientation et les changements ayant trait au système fiscal brésilien. Même au cours des fenêtres d'opportunité politique, la montée au pouvoir du président Lula par exemple, des propositions de réforme fiscale n'ont pas été approuvées à cause des divergences d'intérêts entre les acteurs. En revanche, les changements d'ordre économique ont été plus importants pour la détermination des modifications de la fiscalité. Comment et pourquoi les changements de gouvernement ont-ils contribué à l'avancement de la question? Certains gouvernements étaient-ils engagés plus que d'autres dans le traitement des problèmes et propositions liés à la fiscalité? Ont-ils, et de quelle manière, contribué à l'avancement de la question? En outre, certains moments de crise économique peuvent aussi être considérés comme une conjoncture critique. Nous nous demanderons quelles autres variables, changement économique, stabilisation, ouverture ou crise, sociale ou changement dans la cartographie des acteurs, ont pu aussi constituer des fenêtres d'opportunité politique. L'une des conséquences de l'émergence et ou de la politisation des problèmes est leur inscription dans l'agenda. L'agenda peut être défini comme l'ensemble des problèmes perçus et appelant à un débat public, voire à l'intervention des autorités politiques légitimes. Padiolo, 1982, page 25. Pour Muller, l'agenda est un processus par lequel les autorités politiques s'emparent d'une question pour construire un programme d'action. Muller, 2009, page 29. Kingdon y voit la liste de sujets ou de problèmes à laquelle les fonctionnaires gouvernementaux consacrent une certaine attention sérieuse à un moment donné. Kingdon, 2003, page 3. Cobb a réalisé une analyse plus aboutie de la question. Selon lui, l'agenda est un ensemble général de controverses politiques qui relève de la gamme des préoccupations légitimes qui méritent l'attention politique. Cobb, 1983, page 14. Enfin, de même que la définition des problèmes publics est réalisée à partir de constructions sociales des acteurs, l'agenda contient lui aussi une dimension symbolique et cognitive. Selon Padiolo, les problèmes de l'agenda politique traduisent de façon continue des opérations de construction et de reconstruction symbolique. La nature des agendas politiques est donc cognitive. Padiolo, 1982, page 26. Muller affirme que l'accès à l'agenda n'a rien de naturel ou d'automatique. Au contraire, l'inscription est un objet de controverse sociale et politique. Ainsi, la mise sur agenda est le produit du champ de force qui va se construire autour du problème. Muller, 2009, page 30. À son tour, Cobb affirme que l'intégration des problèmes sur l'agenda prend forme de reconnaissance sociale et de validation de certaines valeurs, intérêts et croyances, à l'exclusion d'autres. Cobb, 1983, page 171. Face à ces éléments d'analyse, est-ce que la fiscalité est restée à l'agenda public pendant toute la période analysée? Les différents gouvernements se sont-ils tous intéressés au même degré à la question? Quels ont été les moments où la fiscalité est sortie de l'agenda? Et si oui, pour quelles raisons? À l'inverse, on interrogera les intérêts qui sont en jeu lorsqu'on parle de la mise à l'agenda de la fiscalité, ainsi que les motifs pour lesquels certains problèmes sont à l'agenda, au détriment d'autres, et les acteurs qui contribuent à la définition de cet agenda. Nous verrons que les affaires fiscales ont été présentes dans l'agenda politique pendant toute la période analysée. C'est-à-dire que malgré sa nature technique, et au contraire de ce qui se passe dans d'autres pays, Bez, Ciné, 2011, la discussion sur la fiscalité n'a pas été restreinte ou monopolisée par les techniciens et hauts fonctionnaires de la fiscalité. La question a toujours été présente dans l'arène politique, avec une politisation continue du débat. En résumé, toutes ces définitions et tous ces concepts théoriques peuvent donc nous mener à un premier point sur les problématiques et hypothèses de cette recherche. Nous verrons que la fiscalité est devenue particulièrement importante à partir de la chute de la dictature, période marquée par une reconfiguration complète de l'État, de ses fonctions sociales, de son rôle dans l'économie. Avec le retour à la démocratie, l'État a gagné de nouvelles attributions. Si la préoccupation des gouvernements concernait jusque-là la concentration du pouvoir, le développement et la croissance économique rapide, voire le miracle économique mené pendant les années 1970,
avec l'essor de la démocratie, le souci principal va être celui de la décentralisation du pouvoir et du développement social du pays. Dans ce contexte, des changements relatifs à la fiscalité étaient nécessaires afin de répondre aux besoins de ce nouvel État. Si la fiscalité était jusque-là un des piliers de l'État autoritaire privilégiant la centralisation et le développement économique, il fallait dorénavant adapter la fiscalité à l'esprit de cet État renouvelé. L'esquisse de ce nouveau modèle d'État et par conséquent, de la nouvelle fiscalité a commencé à s'effectuer au cours de la Constitution de 1988. Nous verrons que le nouveau paradigme de la fiscalité a été formé à partir de la crise du paradigme en vigueur à l'époque, lequel ne satisfaisait plus les intérêts des acteurs concernés. Les acteurs ont donc commencé à défendre des réformes dans le système fiscal, et leurs propositions ont été largement débattues dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle Constitution. Il sera nécessaire alors de se poser différentes questions. Comment le contexte post-dictatorial a-t-il influencé les discussions sur la fiscalité ? Pourquoi le paradigme de la fiscalité avant 1988 était-il en crise ? Quels ont été les principaux problèmes soulevés par les acteurs par rapport à cet ancien paradigme ? Pourquoi la Constituante a-t-elle été l'arène centrale de discussion et de création du nouveau paradigme ? Il s'agira aussi d'éclairer quels ont été les acteurs qui demandaient un changement de paradigme de la fiscalité à l'époque de la Constituante, leurs intérêts, leurs revendications par rapport à la nécessité de changement de la fiscalité et comment ces intérêts se sont réunis jusqu'à former des coalitions. Sur le plan du contenu, quelles ont été les propositions de changement ? Nous nous intéresserons également aux relations entre les différents groupes concernés. Comment, sur le plan de la procédure, s'est effectué le processus de discussion et de vote du nouveau paradigme ? Quels ont été les accords, disputes et compromis mis en place par les acteurs pour rendre possible l'approbation de telle ou telle proposition ? Quelles sont les composantes de la matrice cognitive et normative du nouveau paradigme ? Quelles ont été les perspectives par rapport à sa mise en œuvre ? Ainsi, l'hypothèse de ce travail de recherche suppose que la Constitution brésilienne de 1988 ait érigé un nouveau paradigme d'État et par conséquent, un nouveau paradigme de fiscalité. Ce nouveau paradigme, décentraliste, a été construit à partir de la crise du paradigme antérieur, centraliste, dont divers problèmes ont été soulevés par les acteurs concernés. La construction du nouveau paradigme a été effectuée à partir des oppositions entre certains acteurs, notamment les partis de la Fédération, Union, État et municipalités, qui avaient des intérêts particuliers et ont présenté des projets divers. Nous verrons que le vote et l'approbation ont été possibles grâce aux accords établis entre ces acteurs aux intérêts opposés, et grâce aussi aux pertes imposées à l'Union. Les caractéristiques centrales du nouveau paradigme sont la décentralisation des compétences et recettes fiscales, et d'une façon plus faible, une préoccupation pour les limites du pouvoir fiscal et les garanties des contribuables. Toutefois, des mesures importantes, notamment l'adoption de l'impôt sur la valeur ajoutée et le prélèvement à la destination, requises par certains acteurs n'ont pas été retenues dans le nouveau paradigme, en raison du conflit qui s'est installé entre les différentes coalitions. Ces mesures ne sont pas sorties de l'agenda politique, et ont continué d'être au cœur des revendications de réforme qui sont apparues, juste après le début de la mise en œuvre du modèle de 1988. Ainsi, les choix pris en 1988 ont contribué à déterminer les chemins de la mise en œuvre, la permanence de certains problèmes et l'émergence de nouveaux, ainsi que l'apparition de nouveaux acteurs sur la scène fiscale. Nous proposons de considérer, à titre d'hypothèse, que certains facteurs peuvent expliquer le processus de réforme de la fiscalité au Brésil. Parmi ces facteurs, 3 d'entre eux se détachent. Tout d'abord, la nouvelle Constitution de 1988 a apporté d'autres responsabilités au gouvernement sans prévoir les moyens de financement de ces nouveaux devoirs. Les changements économiques apparus depuis les années 1990 ont également eu des conséquences sur la politique fiscale menée par les gouvernements successifs. Ces 2 facteurs ont entraîné une augmentation rapide de la charge fiscale. À cela s'ajoutent les problèmes autour de la structure de la fiscalité et de la guerre fiscale entre les États. Ces éléments constituent les raisons centrales invoquées par les acteurs
pour expliquer la crise de la fiscalité au Brésil. Les acteurs comme vecteurs d'idées et d'intérêts. En outre, nous allons voir que l'émergence d'un tissu d'acteurs regroupés autour des coalitions a contribué, à travers leur mobilisation, non seulement à la visibilité et la diffusion du débat, mais aussi à définir les termes mêmes de la question. Acteurs et coalitions au sein des politiques publiques sont l'enjeu central du courant développé par Sabatier et Jenkins Smith, 1993, à travers le modèle de la coalition de cause, Advocacy Coalition, ACF. D'abord, l'une des prémices principales de ce modèle est à souligner. La compréhension du processus de changement d'une politique publique exige une perspective de temps d'une décennie ou plus. Ainsi, il est important d'analyser les enjeux et les transformations autour d'une politique publique à long terme. Cette mise en perspective proposée par Sabatier et Jenkins Smith semble plus légitime pour l'étude de la fiscalité au Brésil, puisque cette politique paraît déterminée par les changements économiques, politiques ainsi que par la cartographie des acteurs au fil des années. L'une des problématiques de la recherche porte en conséquence sur la manière dont les changements qui ont affecté la fiscalité se sont produits à partir des changements du contexte politique et économique, lesquels ont engendré de nouveaux problèmes et de nouveaux acteurs. À ce titre, la date choisie pour le découpage temporel de l'objet a été la Constitution de 1988. La fiscalité et ses problèmes étaient, alors, au sein de la discussion sur la transition démocratique, et un nouveau modèle de système fiscal a été adopté dans ce nouveau contexte politique. L'un des enjeux de la recherche est de savoir dans quelle mesure la mise en œuvre du modèle de 1988 a défini l'évolution de la fiscalité, l'émergence de nouveaux problèmes et de nouveaux acteurs par la suite. En outre, selon cette théorie, les processus de transformation des politiques publiques doivent être analysés par le biais des sous-systèmes de politique, définis comme l'interaction d'acteurs issus de différentes institutions qui cherchent à influencer les décisions gouvernementales dans un domaine de politique publique, Sabatier, 1993 page 16, ou simplement comme l'ensemble d'acteurs qui sont impliqués dans le traitement d'un problème lié à une politique publique, Sabatier, 1993 page 24. Dans le cas de la fiscalité au Brésil, cette analyse permettra de prendre en compte toute la cartographie des acteurs autour du thème, acteurs venus en effet des différents champs politiques, économiques et sociaux. Au sein d'un même sous-système, il existe plusieurs coalitions de causes en concurrence. Une coalition de causes est formée par des personnes issues d'une variété de positions, qui partagent un système de croyances particulier, formé par un ensemble de valeurs basiques, prétentions causales et perception du problème, et qui montre un degré non négligeable d'activité coordonnée dans le temps, Sabatier, 1993 page 25. Autrement dit, dans un sous-système de politique publique, les acteurs sont réunis autour des coalitions de causes composées par des personnes d'organisations gouvernementales et privées variées, qui partagent un ensemble de croyances normatives et causales et qui agissent fréquemment en concertation, Sabatier, 1993 page 18. Müller, lui aussi, défend l'idée que pour comprendre l'émergence d'une politique publique, il faut commencer par identifier les différents acteurs et comprendre les relations qui les unissent, Müller 2009 page 31. Il expose une analyse de la construction des politiques publiques à partir des réseaux d'acteurs, dont l'une des fonctions la plus importante est d'être le lieu où se construisent les diagnostics et solutions qui vont déboucher sur la décision politique. Les réseaux sont des lieux de production du sens des politiques publiques, Müller 2009 page 49. L'analyse à partir des coalitions de causes nous a paru très pertinente pour l'étude de la fiscalité. Un des objets de la recherche sera d'identifier les acteurs autour de la fiscalité au Brésil. Comment forment-ils des coalitions de causes ? Quels sont les rapports entre ces coalitions ? Comment ces rapports changent-ils au fil du temps ? Y a-t-il, et quelle est-elle, une coalition dominante dans les différentes périodes analysées ? L'hypothèse est que dans un premier temps, en raison de la nature des problèmes de la fiscalité et du contexte politique de transition, les coalitions étaient formées plutôt par des acteurs représentants de la fédération, Union, État et municipalités. Pourquoi ? Au moment de la définition du nouveau paradigme en 1988, les acteurs les plus visibles étaient-ils ceux qui étaient liés à la fédération ? À cette époque, ces acteurs étaient rassemblés autour de coalitions divisées selon un critère régional.
Comment et pourquoi ce critère a-t-il joué un rôle décisif dans la formation des coalitions? Avec la mise en œuvre du paradigme établi par la Constitution de 1988 et en raison du contexte économico-politique de l'époque, de nouveaux acteurs sont apparus dans la discussion et de nouvelles coalitions se sont formées. Tandis que ces nouveaux acteurs ont commencé à prendre parti dans le débat, les anciennes coalitions, notamment des États, étaient toujours très présentes. Quelles ont été les raisons de cette émergence? Quels ont été les rapports entre les coalitions et les gouvernements successifs de l'État brésilien? Il s'agit de comprendre comment, dans cette dynamique complexe, le contexte économique et les changements d'ordre social et politique ont fait émerger de nouveaux acteurs et de nouvelles coalitions. L'hypothèse ici est que de nouveaux acteurs ont surgi, les entreprises et leurs représentants, parce que la fiscalité avait fini par devenir un problème du point de vue de leur activité. Les changements des instruments de la fiscalité apparus à partir des années 1990 en raison de la nécessité de stabilisation économique et de l'ajustement des finances publiques n'ont pas manqué de peser sur les acteurs économiques. Et dans cette démarche, il faut bien sûr élargir l'analyse au rôle des acteurs internationaux, FMI et Banque mondiale en tête, dans le processus de changement qui affecte les objectifs et les instruments de la fiscalité. Comment ces acteurs externes ont-ils influencé et déterminé ces changements? Comment le gouvernement a-t-il réagi face aux prescriptions issues de ces acteurs? Nous verrons que ces organismes donnent à la fois l'appui technique et introduisent des conditionnalités macroéconomiques, comme pendant le contexte de crise de la fin des années 1990. À partir de ces outils, nous analyserons le système de croyance des coalitions qui ont participé au débat sur la fiscalité. Plutôt qu'une analyse descriptive, nous essaierons de comparer les systèmes de croyance des différentes coalitions, en suivant leur évolution et leur déploiement au fil des années. Comment le système de croyance des coalitions influe-t-il sur la formulation et la mise en œuvre des mesures fiscales? Comment les différences entre les systèmes de croyance des acteurs augmentent-elles les disputes et empêchent-elles qu'ils arrivent au consensus nécessaire pour l'avancement de la question? Nous verrons que le système de croyance des acteurs liés à la fédération reste associé à la nécessité d'augmenter leur pouvoir par rapport aux prélèvements et aux recettes fiscales, tandis que le système de croyance des acteurs économiques est davantage lié à la non-intervention des pouvoirs publics dans le domaine privé à travers la fiscalité, ainsi qu'à l'efficacité du système. En d'autres termes, les entreprises cherchent à ce que les politiques leur laissent le champ libre, avec un système de taxation bien pensé qui ne nuise pas à l'activité elle-même. Cette théorie élabore aussi la figure du policy broker, dont les fonctions principales sont de garder le niveau du conflit politique dans des limites acceptables et d'atteindre une certaine solution raisonnable au problème. Sabatier, 1993, page 27. La notion de policy broker est présentée par Sabatier en tant que troisième groupe d'acteurs effectuant une médiation entre les conflits de coalition, et dont la fonction première est de trouver un compromis raisonnable pour réduire l'intensité du conflit. Sabatier, 1993, pages 18 à 19. Selon Bergeron et Surel, il s'agit des individus et ou de groupes qui passent d'une coalition à l'autre avec une position de relative neutralité et ou avec la préoccupation de limiter les conflits ou de trouver des solutions raisonnables. Bergeron, Surel, Valui, 1998. Sabatier souligne la relative neutralité de ces acteurs par rapport aux oppositions entre les coalitions. Il désigne les chefs de l'exécutif et les hauts fonctionnaires comme des exemples de cette figure. Selon lui, ces personnes peuvent être considérées comme des policy brokers en raison de leurs positions institutionnelles qui leur donnent la possibilité d'opter pour une position stratégique de prise de distance et ou d'arbitrage entre les coalitions. Dans le cadre de cette recherche, nous nous demanderons quels ont été les policy brokers aux différents moments de la réforme fiscale, pendant la Constituante notamment, ainsi que dans les périodes d'alternance politique. Qui sont-ils? Comment et pourquoi certains personnages ont-ils contribué à l'avancement de la question? Quels sont leurs rapports avec les coalitions? Nous verrons que pendant la Constituante, certains personnages ont fait le lien important entre les intérêts des États et des municipalités contre ceux de l'Union. Nous analyserons si le président Lula a également joué ce rôle.
Il faut souligner que le concept de policy broker proposé par Sabatier ne peut pas se confondre avec celui d'entrepreneur politique, Jobert Muller, 1987, Padiolo, 1982, Kingdon 2003, Cobb, 1983, Favre, 1992, de médiateur, Muller 2009, ou encore des acteurs de la politisation, Lagroix 2003. Tandis que le premier, policy broker, fait référence aux acteurs qui font l'intermédiation des intérêts des coalitions, ces derniers concernent plutôt les acteurs responsables du passage du problème à l'espace public, de la construction des termes du problème. Selon Muller et Jobert, les médiateurs sont les agents qui élaborent le référentiel des politiques publiques, qui vont transformer une réalité socio-économique opaque en un programme d'action politique cohérent. Jobert, Muller, 1987, page 71. Muller ajoute, dans un ouvrage plus récent, que le médiateur crée les conditions politiques de la définition d'un nouvel espace d'expression des intérêts sociaux, à partir d'un cadre de référence à la fois normatif et cognitif, dans lequel différents acteurs vont pouvoir mobiliser des ressources et nouer des relations d'alliance ou de conflit. Muller, 1995, page 161. Padiolo considère les entrepreneurs politiques comme des acteurs sociaux de la lutte politique, qui activent des publics ou peuvent les tenir à l'écart. Kingdon fait également référence aux entrepreneurs de la politique publique, lesquels sont responsables d'attirer l'attention sur les problèmes, ce qui constitue pour l'auteur un élément central pour établir l'agenda. Kingdon 2003, page 15. Enfin, Lagroix fait référence aux acteurs de la politisation. Ces acteurs, bien qu'étant extérieurs au jeu politique ordinaire et parfois méfiants à leur égard, sont producteurs de telle ou telle forme de politisation, donc en quelque sorte complices des entreprises d'acteurs politiques. Lagroix, 2003, page 368. Favre affirme que ces médiateurs peuvent être des intercesseurs professionnels, comme les partis, les syndicats, les intellectuels, les journalistes, ou des intercesseurs qui se professionnalisent dans l'action et deviennent les représentants de la population porteuse d'un problème. Favre, 1992, page 23. Padiolo indique lui aussi quelles sont les personnes à même de jouer ce rôle. Opinion publique, classe des élites établies de la société politique, partis politiques, syndicats, administration, et mouvements sociaux. Padiolo, 1982, page 36. D'après ce que nous allons étudier, la fiscalité au Brésil compte avec la participation des divers entrepreneurs politiques. Il existe une grande diversité d'acteurs autour de la question fiscale au Brésil. Nous verrons ainsi qu'à côté des acteurs traditionnels, ceux liés notamment à la question fédérative, de nouveaux acteurs sont apparus au fil du temps avec des revendications nouvelles. Nous pouvons donc dire qu'ils représentent des entrepreneurs politiques en ce qui concerne ces nouvelles questions mises à l'agenda. Il s'agit notamment des acteurs liés à la coalition des affaires, qui ont fait émerger des discussions sur la question de l'efficacité de la fiscalité et celle du fardeau fiscal. Ainsi, si la participation des acteurs liés aux entités de la fédération, État, municipalités et unions, est toujours visible, d'autres, telles que les entreprises, sont nées à partir des années 1990 parallèlement au développement de la question dans le champ économique et politique. Nous verrons aussi que quelques acteurs sociaux ont émergé lors de la dernière proposition de réforme de Lula, en raison des propositions en vue de diminuer le prélèvement des contributions pour le financement de la sécurité sociale. En outre, les différents entrepreneurs de la fiscalité au Brésil sont responsables de la création d'un espace de discussion sur la question, à travers la mobilisation de ressources visant à défendre leur vision du problème et à présenter des alternatives et des propositions. On verra donc dans quel contexte et de quelle manière ils sont apparus, leurs revendications, leurs ressources pour se mobiliser et comment ils évoluent au fil du temps et des échanges. Par rapport au rôle des acteurs, un dernier concept qui sera dégagé au cours de la recherche est celui de veto player proposé par Tsébélis, 1995, 1999, 2000, 2002. D'après Tsébélis, les veto players sont les acteurs individuels ou collectifs qui doivent s'accorder pour changer les politiques publiques, 1995, ou le statu quo 2002, en vigueur. Ce concept est au cœur des analyses et des comparaisons des institutions politiques faites par l'auteur, étant donné qu'il considère la production législative comme un élément d'étude central d'un système politique. À part ces deux catégories de veto players proposées, Tsébélis admet l'existence d'autres types d'acteurs.
les groupes d'intérêt dans certains domaines, l'armée, les représentants des travailleurs et des entreprises, etc. Toutefois, selon lui, le droit de veto de ces acteurs varie avec le domaine de la politique, comme les agriculteurs par rapport à l'agriculture, l'équilibre particulier des forces, influence de l'armée dans certaines sociétés, ou avec la personnalité qui occupe une position politique, Sebelius, 1995. Ainsi, selon la logique des processus de prise de décision, pour qu'il y ait un changement dans le statu quo, il doit y avoir l'accord d'un certain nombre de veto players. Si le modèle proposé par Tsébélis sous-estime la place occupée par les acteurs sociaux qui sont en dehors du jeu législatif et du Parlement, et que ce modèle ne fait pas de liaison avec des variables telles que les valeurs et croyances des acteurs, nous pensons que le concept de veto player est utile pour l'analyse des discussions sur les changements de la fiscalité au Brésil. L'hypothèse est que les changements proposés à travers les processus successifs de réforme fiscale après 1998 n'ont pas été mis en place, en raison des intérêts des veto players représentés par différents acteurs selon les moments. En effet, à chaque réforme fiscale proposée, des veto players différents se sont élevés contre l'approbation des changements selon leurs intérêts propres. À cet égard, on peut noter que sous le gouvernement Cardoso, l'Union a été le principal veto player du processus de réforme de la fiscalité, étant donné le contexte de crise économique et la peur que les modifications n'apportent plus de danger que de bien pour l'équilibre des finances publiques. Au contraire, sous le gouvernement Lula, ce sont plutôt les États les plus riches, notamment São Paulo, qui ont été responsables de l'échec de la réforme. Mais qui sont les veto players à chaque discussion de réforme fiscale ? Comment et pourquoi ces acteurs sont-ils capables d'empêcher l'avancement de la question et l'adoption d'un nouveau modèle de fiscalité au Brésil? Nous verrons qu'à chaque tentative de vote de la réforme de la fiscalité, différents acteurs exercent, tour à tour, le rôle de veto players en essayant de comprendre les circonstances qui entourent de tels états de fait. Mise en œuvre, crise et changement de paradigme. Après l'analyse de l'émergence, on rentre dans la période de la politique publique normale, caractérisée par une stabilité relative durant laquelle un paradigme s'impose et domine le champ de la politique publique. En d'autres termes, c'est une période relativement calme de fonctionnement du champ social, où les rapports de force, les représentations et les modes opératoires sont partagés et légitimés. Sur elle, 1995, page 142. Kuhn a défini cette phase, la science normale, comme celle de la recherche solidement fondée sur un ou plusieurs accomplissements scientifiques passés, qui entérine l'ensemble de la théorie acceptée, et qui définit les problèmes et les méthodes légitimes d'un domaine de recherche pour des générations successives de chercheurs. Kuhn, 2008, page 29. Kuhn affirme qu'à travers cette phase, les paradigmes gagnent leur rôle privilégié parce qu'ils réussissent mieux que leurs concurrents à résoudre quelques problèmes. Kuhn, 2008, page 46. La science dite normale a pour but la réalisation de la promesse de succès, en étendant la connaissance des faits que le paradigme indique comme particulièrement révélateurs, en augmentant la corrélation entre ces faits et les prédictions du paradigme et en ajustant davantage le paradigme lui-même. Kuhn, 2008, page 46. Par rapport au cas brésilien, on peut se demander si la période normale correspond à la mise en œuvre du paradigme de la fiscalité établi par la Constitution de 1988. Cette mise en œuvre a été marquée, dans les années 1990, par un mouvement de libéralisation de l'économie, dans lequel les organismes internationaux ont occupé une place centrale. À la suite de la décennie perdue, année 1980, marquée par une profonde crise économique, des paquets de réformes sont recommandés par les organismes internationaux, Fonds monétaire international, Banque mondiale, aux États latino-américains surendettés. Ces mesures préconisent presque toutes une stricte discipline budgétaire pour résoudre la crise de la dette, accompagnée de récession et d'hyperinflation. Ainsi, l'intervention fiscale, à travers la proposition de réforme fiscale, constitue l'une des mesures phares de la relance. Au Brésil, l'ouverture de l'économie, les privatisations, l'adoption d'une nouvelle monnaie et les accords avec le Fonds monétaire en contexte de crise mondiale ont influencé la mise en œuvre du paradigme de la fiscalité, dans le sens de la nécessité de réduire les dépenses et d'augmenter les recettes fiscales pour réaliser des excédents budgétaires. Si, en 1988,
Les buts du nouveau paradigme étaient la décentralisation des pouvoirs et des recettes. Maintenant la fiscalité est tout entière tournée vers la stabilisation économique et l'ajustement des comptes publics. Comment ce contexte économique a-t-il influencé et déterminé des changements dans les objectifs et instruments du paradigme de la fiscalité ? Quels ont été les changements réalisés au sein du paradigme, afin que l'adaptation à ce contexte soit possible ? Comment les accords internationaux ont-ils pesé sur la direction de la fiscalité au Brésil ? Quelles ont été les conséquences de ce processus pour le paradigme de la fiscalité, établi en 1988 ? L'autre hypothèse de travail est qu'au cours de la mise en œuvre du paradigme, une conjonction de facteurs est apparue et a déterminé ce processus. 1. La mise en œuvre des dispositions constitutionnelles qui a eu des conséquences notamment pour l'Union fédérale. Augmentation des charges publiques et diminution des recettes. Et 2. Le contexte économique du Brésil à partir des années 1990, avec la nécessité accrue de stabiliser l'économie et ajuster les comptes publics pour maintenir les excédents budgétaires. La conjonction de ces éléments a eu pour effet, d'une part, la recentralisation du pouvoir fiscal entre les mains de l'Union et d'autre part, l'augmentation croissante de la charge fiscale depuis le début des années 1990 par le biais de nouveaux impôts et contributions, d'où un alourdissement des charges pour les contribuables et les entreprises. En outre, pour accomplir les objectifs de cette nouvelle phase, il a été procédé à des changements dans les instruments du paradigme. Tel est le cas de la loi Candir, qui a limité le pouvoir fiscal des États en vue de faciliter la mise en œuvre de l'ouverture économique du pays, et de la loi de responsabilité budgétaire, imposant des limites aux parties de la fédération pour un meilleur contrôle budgétaire. Mais la nécessité d'ajuster les politiques publiques a empêché aussi des changements plus importants dans le domaine, telle la réforme fiscale proposée sous le gouvernement Cardoso. Ensuite, après la période où la stabilisation et l'ajustement budgétaire ont déterminé des changements dans le paradigme de 1988, on a amorcé un nouveau tournant dans les objectifs de la politique publique en matière de fiscalité. Quelles sont les raisons de ce nouveau changement ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.